Si vous pensez qu'on peut acheter le silence avec des sourires, alors vous n'avez jamais croisé la colère de celle qui a entendu une enfant appeler sans réponse. Dans le manoir, tout étincelait, les lustres jetaient des reflets dorés sur des nappes immaculées, et les rires semblaient programmés pour ne jamais s'arrêter. Maria, la femme de ménage, connaissait chaque recoin de la maison par le froissement des tissus, par l'odeur du savon à la bergamote et par le cliquetis des clés dans la poche du régisseur. Pourtant, quelque chose manquait à cette perfection cirée, une fillette que personne ne voulait évoquer. Avant de raconter, dites-moi d'où vous regardez cette histoire, et si vous pouvez laisser un like pour ne pas manquer la suite, parce que ce que vous allez entendre va faire vaciller des masques supposés indestructibles. Respirez, car cette histoire commence par un silence qui contenait un secret. Le manoir se dressait sur la colline comme un écrin de pierre et de verre, entouré de haies taillées au cordeau et d'un portail électrique que l'on franchissait sur invitation seulement. À l'orée du parc, la pelouse sentait l'herbe coupée, des éclats d'eau venaient du bassin et le parfum des roses chauffées par le soleil flottait dans l'air. Camille, la mariée, entrait dans la pièce comme s'il s'agissait d'une scène, robe immaculée, regard contrôlé et une voix douce qui ne laissait rien transparaître. Anton, le père, grande silhouette pâle au costume sur mesure, avançait avec une assurance tremblée, comme si chaque pas était un accord intérieur. Maria était petite, les mains rugueuses des nettoyages quotidiens, la peau encore marquée par la poussière fine des bibliothèques, les cheveux rassemblés en un chignon qui retenait l'odeur persistante de l'huile de lin du parquet. Autour d'eux, Julien le chauffeur qui verrouillait le portail, Lucas le jardinier qui ramassait une feuille rebelle, Sophie la demoiselle d'honneur qui recollait une mèche de cheveux, Victor le photographe qui ajustait la lumière, Monsieur Dufour l'avocat de la famille qui consultait un dossier épaissi de post-it et Inspecteur Morel qui observait en silence depuis la véranda. Cette scène semblait la promesse d'une journée parfaite, mais Maria gardait dans sa poche un petit papier chiffonné et le souvenir d'une chambre vide qui refusait de disparaître de sa mémoire. Maria n'était pas née pour être une femme de ménage par hasard. Dans son enfance au village, elle était la plus petite d'une fratrie de 5, nourrie au pain sec et aux histoires de sa grand-mère qui parlait de courage. Elle avait appris tôt à repérer les détails, la façon dont une assiette vibrait quand quelqu'un mentait, l'odeur du tabac quand on voulait masquer quelque chose, la correction d'une chambre après un passage en catastrophe. C'est à l'internat qu'elle avait développé sa résistance, les couloirs froids lui ayant appris à écouter plus qu'à parler. Puis elle avait trouvé, comme on trouve un emploi et une dignité, le manoir où elle travaillait depuis 9 ans, où chaque cire et chaque rideau racontaient un chapitre de vie qui ne lui appartenait pas. La perte la plus sévère fut la disparition du frère aîné quand elle avait 18 ans, un départ qui n'avait laissé qu'un casier judiciaire vide et des questions sans réponse. Aujourd'hui, sa force venait de ses pertes, une attention au silence et une capacité à transformer le moindre détail en preuve muette. Sa main tenait souvent, à la pause, un café trop chaud qu'elle soufflait comme pour calmer le tremblement des souvenirs. Camille avait grandi sous un autre ciel, celui des couloirs feutrés et des repas où l'on pesait chaque mot. Petite fille presque parfaite, elle avait été sublimée par des leçons de maintien, des voyages à l'étranger et des sourires appris devant les miroirs. Son adolescence avait été un atelier de construction d'images, études de marketing pour maîtriser les apparences, stages dans des agences de relations publiques pour apprendre à modeler la vérité, une rupture familiale camouflée par des vacances prolongées. La perte qui l'avait façonnée était moins visible, un amour réprimé détruit par un scandale intime, que la famille avait étouffé pour préserver la réputation. Aujourd'hui, elle administrait son rôle de femme future d'un magnat avec une précision chirurgicale, portant le costume de la compassion fabriquée et utilisant le moindre silence comme un instrument. Son histoire personnelle expliquait ses gestes calculés, mais n'expliquait pas tout. Derrière le maquillage et les sourires, il y avait une rage contenue, une peur d'être démasquée qui la poussait parfois à contrôler au point d'étouffer ce qui devait rester vivant. Les premiers signes de trouble n'étaient pas spectaculaires, ils étaient minuscules et s'infiltraient comme une odeur. La fillette, Élise, fille d'Anton, issue d'un précédent mariage, avait commencé à se retirer dans un coin du grand salon, tenant serré un vieux doudou élimé qui sentait l'amande et la lessive. Elle ne riait plus quand la musique commençait, ses doigts tapaient une cadence nerveuse sur la manche de son pull, et ses yeux regardaient au loin comme si quelque chose la rongeait de l'intérieur.
Une fois, au moment du goûter, on entendit un murmure. « Pourquoi maman ne vient plus me chercher ?» La phrase fut avalée par des rires de circonstance, mais Maria avait entendu le carton froissé du paquet de biscuits que personne n'avait ouvert, la poussière immobile sur le rebord de la fenêtre et le cliquetis d'une porte que l'on fermait sans que personne ne remarque la main qui tremblait. Dans la buanderie, un dialogue s'alluma entre Maria et Julien le chauffeur. « Maria, tu as vu la petite ce matin ?» Julien, elle était dans sa chambre comme d'habitude. Maria, elle n'y était pas ce midi. Julien, peut-être qu'elle joue avec les autres enfants. Maria, il n'y a pas d'autres enfants ici. Julien, alors je ne sais pas. Maria, tu as vérifié les caméras? Les caméras ont des angles aveugles. Et le carnet d'entrée du personnel? Il est souvent incomplet. Garde l'œil ouvert. Les voix se perdaient dans l'odeur du tissu propre et du désinfectant, mais Maria sentit que quelque chose de grave se dessinait. Le jour où la fillette cessa d'aller à l'école, la petite absence devint une absence qui pesait. Anton expliqua qu'Élise était malade, que la fatigue exigeait du repos, et Camille signa des autorisations comme si elle réglait une formalité. Pourtant, le registre de l'école n'avait reçu aucun mot, aucun justificatif scanné, et le carnet de vaccination semblait comporter une page manquante. Maria trouva un reçu froissé pour un internat privé daté de 2 semaines auparavant, où figurait le nom d'un établissement loin de la ville, l'adresse griffonnée et une signature étrangère. La découverte fit naître une inquiétude sourde. Une enfant envoyée ailleurs pour ne plus déranger le quotidien doré d'une famille puissante. Maria confia ses soupçons à Lucas, le jardinier. « Lucas, tu crois qu'ils l'ont envoyée dans un internat? Le reçu est là. Peut-être que c'est pour son bien. Et si elle ne voulait pas partir? Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour voir la vérité. » Les voix se mêlaient au bruit d'une tondeuse lointaine, à l'odeur de terre humide, à la sensation rugueuse des gants de jardinage, et Maria prit le reçu comme une pièce d'un puzzle qui n'acceptait pas d'être ignorée. La collecte de preuves prit la forme d'une patience minutieuse. Maria commença à surveiller les horaires de passage du camion de livraison, nota les allées et venues du personnel de maison et prit discrètement des photos avec le vieux portable caché dans sa poche. Elle parla au photographe Victor, qui, elle savait, tout observait sous prétexte de lumière. « Victor, pourquoi tu veux ces photos? » « Pour me souvenir des détails. Les photos s'effacent si on ne les sauvegarde pas. » « Alors sauvegarde-les. Je peux t'en garder une copie. Garde-la dans un dossier que personne ne trouve. »« D'accord. » C'était un échange simple, ponctué du cliquetis de l'objectif, de l'odeur de film et de café froid. De son côté, Julien, le chauffeur, confia à Maria un reçu de taxi retrouvé sous un siège, une facture où le trajet menait vers une adresse de village et comportait un horaire inscrit à la main. Meu Dufour, l'avocat, passa un soir en vérifiant des documents et feuilleta un dossier qui froissait comme du papier kraft, le bruit sec d'un index qui tourne une page se mêlant à l'odeur du cuir du canapé. Inspecteur Van Morel accepta, après une conversation brève et solennelle, de jeter un regard sur les images de vidéosurveillance. La résolution était faible, mais l'on distinguait une silhouette d'enfant embarquée par une voiture au petit matin. Chaque indice était une lame de lumière qui perçait une ombre plus épaisse. La date du mariage s'approchait comme un couperet. Camille affinait les menus, changeait la disposition des fleurs, corrigeait la position des chaises, vérifiait la synchronisation du piano avec l'entrée des invités. Le portillon du manoir fut renforcé, des gardes supplémentaires furent engagés, et on fit répéter la chorale pour que la musique couvre tout éventuel murmure. Anton montrait une rigidité nouvelle. Ses sourcils se froncèrent comme s'il essayait d'empêcher quelque chose de bien plus ancien de refaire surface. Maria sentit la pression, comme une chaleur qui monte sur la nuque, le goût métallique d'une nervosité qui envahit la bouche, le crissement des talons sur le parquet et le battement d'une horloge qui semblait accélérer. Elle décida d'agir avant que le rite solennel n'engloutisse la dernière chance de faire apparaître la vérité. Elle organisa des conversations, elle laissa des papiers en évidence, elle fit corriger des factures que personne ne regardait. À un moment, elle eut une discussion nocturne avec Sophie, la demoiselle d'honneur. « Sophie, tu veux ruiner un mariage? Maria, je veux que la vérité sorte. Sophie, si tu fais ça, la famille nous détestera. Maria, et si la famille ment? Sophie, alors ce sera plus qu'un scandale. Maria, les enfants ne sont pas des secrets. Sophie, tu as raison. » Le dialogue eut l'intensité d'un souffle, la chambre sentait le vernis et la cire, et les mots étaient lourds comme des objets qu'on pose. La veillée précédant la cérémonie fut une succession de signes dissonants.
Les robes furent essuyées, les alliances brillèrent comme du métal froid dans une boîte, la musique fut répétée jusqu'à l'usure. Et pourtant, au fond d'un couloir, quelqu'un avait laissé une porte entrebâillée. L'atmosphère était saturée, on respirait un mélange de fleurs, d'alcool discret, de parfums coûteux, de cire récente et d'un filet de pluie contre les vitres. Les invités commençaient à arriver, leurs manteaux exhalaient l'odeur de tissus humides et des murmures se perdaient dans l'air chaud du hall. 2 moments de tension se succédèrent et frappèrent comme des éclats coupants. Premier moment de tension. Maria, le cœur serré, pénétra dans la chambre d'Élise et trouva la couverture repliée mais froide, comme si quelqu'un l'avait utilisée la veille et avait effacé toute présence. Elle toucha le drap, sentit la poussière fine, entendit un grattement lointain d'insectes et eut soudain la vision des yeux d'une enfant qui en pleurait sans voix. Les secondes s'allongèrent, le goût d'acier du stress envahit sa bouche et elle sut qu'il faudrait agir dans l'heure. Deuxième moment de tension, dans la grande salle où s'installaient les invités, une voix anonyme glissa une rumeur à l'oreille d'un notable. La conversation s'amplifia, les regards se tournèrent vers Anton, et pour une fraction de seconde, la musique s'arrêta, comme si l'on retenait le souffle du monde. Les murs lisses et froids répercutèrent le silence. On entendit un verre frôler une coupe, et Maria sentit une main qui pressait son épaule, comme pour la retenir d'un geste irréparable. Ces instants firent remonter des images d'autres silences, d'autres enfants oubliés. La révélation tomba au beau milieu de la cérémonie, quand les alliances tournaient sur un coussin de velours et que les voix se mêlaient en un chant solennel. Maria choisit ce moment pour s'approcher, ses chaussures crissant sur le parquet, son souffle court, le papier froissé dans la poche comme une promesse. Elle monta doucement les marches et attendit que le silence se fasse. Alors elle parla, d'une voix qui au début tremblait mais qui s'affermit. « Il y a une chose que vous devez savoir. » Un silence lourd tomba, on sentit la poussière des chandeliers, l'odeur de cire, l'humidité d'un souffle retenu. Camille fronça les sourcils, Anton pâlit et l'inspecteur Morel se redressa. La pièce se remplit d'une tension que l'on pouvait presque toucher, comme une vapeur dense. Le dialogue qui suivit fut rapide et tranchant. « Maria, la fillette n'est pas à l'école ni ici. » « Camille, de quoi parlez-vous » ? « Maria, d'Élise. » « Anton, c'est une affaire privée. » « Maria, j'ai un reçu et des images. » « Inspecteur Morel, montrez-les. » « Me Dufour, elle ne peut pas interrompre la cérémonie. » « Victor, j'ai une photo qui prouve le trajet. » « Sophie, ce n'est pas le moment. » « Maria, le moment est maintenant. » « Camille, tu mens. » « Maria, regardez les images. » On entendit le froissement de la vidéo projetée, le sifflement léger d'une clé que l'on tourne, le souffle collectif des invités qui se rapprochent, et la vérité sortit sous la forme d'une silhouette prise à l'aube, petite et penchée, conduite par une voiture distincto. Les murmures devinrent cris, les nappes tremblaient, et la mariée sentit sa façade craquer. La confrontation se transforma rapidement en exposition publique. La fillette apparut alors méconnaissable sous une cape trop grande, les cheveux emmêlés et le visage pâle comme si le temps l'avait érodé. Elle avançait, appuyée sur la main d'une institutrice d'un internat voisin, son odeur mêlant la lessive bon marché et une senteur de soleil manqué. Les invités détournèrent les yeux, certains pleurèrent, d'autres se couvrirent la bouche. Anton s'effondra et reconnut sa fille d'une voix brisée. « Élise ?» Elle leva les yeux, ses pupilles vastes comme des trous d'ombre, puis elle se jeta dans ses bras. La mariée, Camille, resta immobile, sa bouche formant un sillon d'incrédulité. L'inspecteur Morel prit des notes, sa respiration était courte, les bracelets de la police brillèrent faiblement et l'on entendit le cliquetis d'un appareil photo qui enregistrait tout. Me Dufour se rapprocha pour murmurer un avis légal, mais l'émotion avait pris le dessus. La vérité fut consignée, documents retrouvés, reçus signés, témoignages recueillis. Les autorités décidèrent de suspendre momentanément la cérémonie et d'ouvrir une enquête. On apprit que la décision d'envoyer Élise dans cet internat avait été prise pour préserver une réputation familiale, que certains dossiers avaient été falsifiés et que des personnes extérieures avaient été rémunérées pour appliquer le silence. La foule, désormais informée, manifesta une colère contenue qui se transforma en solidarité envers la fillette.
Un mois plus tard, la presse locale avait titré sur l'arrêt du mariage. Le manoir restait sous surveillance et l'école avait engagé une procédure administrative. La jeune fille était maintenant prise en charge par un service social et suivie par une psychologue, Madame Leroy, qui travaillait en collaboration avec l'inspecteur Morel. Le nom de Meuddufour circulait dans des articles au ton contrasté, certains le défendant, d'autres le montrant comme le symbole d'un système qui protège les puissants. Maria avait reçu des messages anonymes de remerciements, mais aussi des menaces. Elle sentait encore parfois sur sa peau l'odeur du vernis des meubles du manoir. Elle dormait mal et buvait du café trop chaud. Sophie avait témoigné publiquement. Victor avait mis à disposition ses photos comme preuve et Julien avait remis au dossier un registre complet. La communauté, divisée, oscillait entre admiration pour le courage de Maria et incompréhension devant la chute d'une famille qui semblait inattaquable. Les procédures judiciaires avaient commencé, la police avait ouvert une enquête pour falsification de documents et mise en danger d'une mineure, et l'on discutait déjà des premières auditions. Au-delà des actes légaux, un travail de réparation commençait pour Élise, qui apprenait que la vérité pouvait parfois venir d'une main qu'on n'attendait pas. 3 mois plus tard, les effets étaient plus visibles. Anton avait été mis en examen pour complicité de dissimulation. Camille faisait l'objet d'une perquisition ciblée de ses comptes et d'un examen de ses correspondances, et plusieurs prestataires ayant signé des documents lavés de leur authenticité étaient entendus par la police. Les médias spécialisés parlaient désormais de « scandale du manoir » et la ville tout entière discutait du prix de la réputation. Le dossier comportait maintenant des enregistrements, des témoins, des reçus et un rapport d'expertise documentaire validé par un centre officiel de vérification. Maria avait reçu un soutien d'associations locales, des dons pour un déménagement s'étaient accumulés et l'on proposait à Élise un suivi scolaire adapté. L'ambiance dans le quartier avait changé, on entendait moins de jugements et plus de propositions d'aide. L'inspecteur Morel avançait dans son travail avec méthode, expliquant qu'une expertise documentaire permettait de retracer l'origine des signatures et des tampons trouvés sur les dossiers falsifiés. Il précisait en termes simples que l'on compare l'encre, la pression du stylo et la chronologie administrative pour établir une fraude et que ces éléments suffisaient souvent à démonter un faux récit. 6 mois plus tard, la Cour avait rendu ses premières décisions. Quelques responsables de l'internat avaient été sanctionnés pour négligence administrative. Plusieurs contrats avaient été annulés et la famille s'était engagée, sous contrôle judiciaire, à participer à la réinsertion de la fillette et à des réparations symboliques. Maria n'avait pas cherché la célébrité. Elle avait reçu un petit dossier de remerciements et une proposition de travail plus stable de la part d'une association de protection de l'enfance. Élise commençait à sourire à nouveau, doucement, quand la chaleur du soleil la touchait dans la cour de l'Institut, quand elle sentait l'odeur du pain chaud et le contact d'une écharpe propre. Les noms de soutien qui avaient émergé durant l'enquête étaient maintenant connus. Madame Leroy la psychologue, inspecteur Morel, Victor le photographe, Sophie la demoiselle d'honneur, Julien le chauffeur, Lucas le jardinier et Madame Dufour, devenue protagoniste d'un débat éthique. La justice avait rendu des décisions partielles. La communauté avait dû reconnaître ses aveuglements, et une partie de la vérité s'était installée dans la vie quotidienne comme un nouveau mobilier. La phrase qui resta, portée par ceux qui avaient vu la scène, fut simple. La vérité a parfois la voix de celle que l'on n'attend pas. En conclusion, ce n'est pas le luxe qui a parlé, mais la constance d'une main qui a retenu un reçu et la mémoire d'une femme qui connaissait chaque odeur du manoir. Les autorités ont agi, des documents ont été retrouvés et une enfant a retrouvé une place qui n'aurait pas dû lui être ôtée. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si vous auriez agi différemment en commençant votre phrase par « j'aurais », parce que vos réponses m'aident à comprendre ce que pensent d'autres personnes et à préparer d'autres histoires qui donnent la parole aux invisibles. Abonnez-vous si vous voulez que je continue à raconter ces récits où de petites vérités finissent par faire tomber de grands masques. Restez attentifs, car il y a encore des pièces à bouger et des silences à briser pour que justice et dignité retrouvent leur place.